la formation, la montée en compétences, c'est un des premiers freins et un des premiers besoins exprimés par la profession. On va vous proposer une table ronde en 2 séquences. D'abord par des professionnels, des intervenants directement dans la formation, et ensuite une table ronde, une deuxième partie avec les éditeurs. Pour commencer, je vous remercie d'accueillir Gaël Bauduin, qui est professeur agrégé en génie civil et à Polytech. Merci de l'accueillir. Polytech Clermont, je n'ai pas précisé, mais ça coule. Oui, allez, où vous voulez. Hop, j'allume le micro. Je vous remercie également d'accueillir, on l'a évoqué tout à l'heure, Gilles Charbonnel, qui est donc le président d'ADN Construction, qui va nous parler, Gilles, de l'axe 5 dédié spécifiquement à la formation du plan 2022. Et enfin, merci d'accueillir Antoine Château, qui est délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'OPCO Atlas. Bonjour, et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, première séquence pour dresser avec vous un état des lieux, aujourd'hui des compétences, des enjeux en matière de formation initiale et continue. On va commencer avec vous, Gilles, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure pour peut-être compléter le cadre un petit peu des enjeux en matière de formation. Donc, dans le plan BIM 2022, il y a cette action numéro 5. Votre micro est-il bien... Non. Alors, on a abordé les premiers points avec Yves Lafaucrière. Expliquez-nous ce plan BIM 2022 et cette action 5, en quoi elle consiste? Alors, l'action 5, il y a tout un benchmark qui est fait autour des formations existantes. Ce qu'on voulait, c'est sortir, ce qu'on veut, et ce qu'on voulait, c'est sortir du cadre formation spécifique lié aux outils. Quand je dis lié aux outils, c'est lié aux différents outils d'éditeurs. On veut absolument sortir de ce cadre restreint et aller au-delà et former les gens au processus. Donc, quand je dis former au processus, c'est... Yves Lafaucrière le disait tout à l'heure, on a tous connu la transition Rotring AutoCAD, tous ou pas tous d'ailleurs, mais on a tous connu cette transition-là. Et on s'aperçoit que cette transition aujourd'hui, transition numérique avec le BIM, on sort du cadre de l'outil pur et il faut qu'on puisse se former au processus carrément. Donc cette action 5 fait un benchmark sur les formations existantes, le cadre des formations existantes, et veut aller vers, et à partir de ce benchmark, ira vers des nouveaux modes de formation, du MOOC, de l'e-learning. On va travailler sur ces différents modes de formation et aller se former aussi sur des processus et des méthodes BIM plus que sur l'outil pur. Voilà. D'accord, donc des vrais dispositifs pour vraiment faciliter la prise en main. Tout à fait. Alors, je ne veux pas revenir sur les différentes actions, parce qu'Yves Lafaucrière l'a très bien fait tout à l'heure, mais on a parlé d'observatoire tout à l'heure aussi, et au travers de cet observatoire, on va pouvoir revenir sur cet observatoire va nous permettre de mesurer certains critères qui vont nous permettre d'axer certaines formations, et notamment sur certaines professions ou sur certains publics en région particulièrement. Je suis très content d'avoir Madame Baudin à côté de moi parce qu'on cible aussi, bien évidemment, la formation initiale, tout autant que la formation continue. Et donc, dans cette formation initiale, ADN aussi veut s'appuyer sur les différentes écoles et sur les différentes formations qui sont mises en place et comment aider ces différents organismes ou universités à orienter leur formation. Très bien. Bon, vous aurez l'occasion de réagir aux propos de nos témoins du jour. Gaël Bauduin, merci pour la transition. Gilles Charbonnel, donc, en parlant de formation initiale, est-ce que donc, vous intervenez notamment dans un master spécialisé GPBIM, vous pouvez nous en dire quelques mots. Présentez-vous dans un premier temps donc, votre champ d'intervention au sein de Polytech Clermont. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis responsable adjointe du département génie civil de Polytech Clermont, qui est une école d'ingénieurs généralistes de l'université Clermont-Auvergne. Et je suis également responsable adjointe du master spécialisé qui a ouvert depuis 2 ans et qui est axé sur la gestion, maintenance, réhabilitation des ouvrages avec la gestion intégrée des données.
Donc, d'où le nom GP BIM, gestion, patrimoine et BIM. D'accord, oui, la gestion du patrimoine, c'est voilà. Donc, mon champ d'intervention, c'est à la fois sur la formation des élèves ingénieurs en génie civil en formation initiale et sur la formation en spécialisation en Bac+6 sur ce master. Alors aujourd'hui, état des lieux un petit peu, des compétences recherchées auxquelles vous formez, et on abordera dans un second temps les enjeux que vous identifiez en termes d'évolution, d'ingénierie pédagogique pour faire en sorte que les personnes qui se forment aujourd'hui au BIM soient opérationnelles sur le marché demain et répondent aux besoins. Alors, l'enjeu, il est fort parce que justement, en termes de connaissances et de compétences, la demande, elle n'est pas clairement identifiée. Ça a été dit par rapport à l'analyse des besoins, etc. Les entreprises ne savent pas forcément quel est le profil des ingénieurs dont elles ont besoin pour s'inscrire dans la démarche BIM et entre guillemets, s'y mettre. Parce qu'il n'y a pas un BIM. Il y a autant de BIM que de métiers, que d'entreprises, entre guillemets, quoi. Le micro, prenez l'autre. D'où l'intérêt aussi de l'interopérabilité entre toutes les actions d'ADN et du plan BIM. C'est de remonter toutes ces informations au travers de l'observatoire, mais on s'aperçoit que suivant les métiers, les gens n'ont pas le même besoin de formation. Certains sont beaucoup plus impliqués peut-être dans du calcul, dans le graphisme. On parlait de bureau d'études tout à l'heure, d'ingénierie, d'architecte. C'est des professions qui, dès qu'ils arrivent au bureau le matin, la première chose qu'ils font, c'est allumer l'ordinateur. C'est moins le cas pour l'entreprise, par exemple. Donc on a toute une chaîne à analyser et identifier. Et effectivement, ces formations, après, sont à décliner et à adapter. Pardon. Alors justement, Gaël, comment vous faites pour identifier les besoins, du coup adapter, ajuster l'offre de formation à ce que nécessite le marché finalement? Alors la première chose, c'est de se dire qu'on veut continuer à former des ingénieurs spécialistes de leur métier. Donc ça veut dire que les entreprises, elles sont quand même en recherche d'ingénieurs qui sont spécialistes de leur métier, de la thermique, de la structure, etc. Donc notre idée, c'est d'intégrer tout ce qui est lié au BIM, donc à la fois les outils et les processus de collaboration, dans les enseignements, je dirais, traditionnels. Ça, c'est la première chose. Et l'autre élément fort, c'est de nous aussi, en tant que formateurs, de se former, de participer aux travaux de tous les écosystèmes qui se mettent en place pour travailler avec les entreprises, identifier les besoins. Et c'est ce qu'on fait notamment dans le cadre d'EduBIM, qui est un colloque qui est organisé chaque année où c'est la rencontre des entreprises et des formateurs sur les besoins en formation, les approches pédagogiques, pour adapter justement nos formations à ces nouveaux processus. Et effectivement, notre idée, c'est vraiment de travailler sur la formation au processus et pas forcément aux outils, même si on est obligé de passer par l'appropriation des outils pour ces processus. Gilles, oui, juste, on s'aperçoit que le numérique entraîne, enfin cette transition inéluctable entraîne plein de nouveaux métiers. Et on s'aperçoit aussi que quand il y a trop de résistance dans le monde du bâtiment, on voit apparaître d'autres acteurs du numérique qui viennent se greffer, qui ont compris l'intérêt du numérique dans le bâtiment et qui viennent s'agglomérer. Donc c'est très intéressant la remarque qui a été faite de dire on forme à nos métiers avant et après on commence à voir comment on peut orienter vers le BIM. Parce que je crois qu'il faut pas perdre, il faut garder à l'esprit que le BIM c'est un outil et que malgré tout le métier de base doit être conservé et on peut pas arriver comme ça dans le monde du bâtiment simplement parce qu'on est un très bon geek. C'est au service d'une expertise. Voilà, c'est le BIM et le numérique doit rester au service de l'expertise, que ce soit dans les phases conception, dans les phases programmation, dans les phases réalisation. C'est un outil formidable qui va certainement transformer énormément de métiers, qui va, comme le dit Eder Ricciotti, faire en sorte que les bons
les bons compagnons vont devenir diaboliques avec le numérique, mais malgré tout, ça reste un outil. Par contre, il faut que tout le monde puisse s'approprier cet outil de façon générale. Et ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que cette transition, je le disais hier encore dans une manifestation, cette transition, elle est inéluctable. Donc de toute façon, il va falloir y passer. Et si c'est pas les gens du bâtiment qui y vont, on verra d'autres acteurs arriver dans cette profession et pas forcément avec l'expertise métier souhaitée. D'accord. Gaël Baudouin, comment vous faites pour aujourd'hui identifier et répondre aux enjeux, mais aussi aux freins? Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des compétences ou des savoir-faire spécifiques liés au BIM qu'il est difficile d'appréhender ou sur lesquels vous constatez plus de difficultés? Alors, je vais distinguer deux publics différents. En formation initiale, nos étudiants, ils sont déjà, je dirais, câblés en mode collaboratif. C'est-à-dire qu'ils utilisent déjà les outils numériques, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, finalement, je pense que la transition ne sera pas compliquée. Alors, juste un complément, parce qu'on a beaucoup parlé du BIM jusqu'à maintenant comme d'outils, etc. Pourquoi le collaboratif c'est aussi un nouveau processus de travail? Pourquoi l'enjeu de cet aspect-là? Alors, effectivement, l'enjeu, il est fort parce qu'il y a, je pense, une notion de partage et de collaboration entre les acteurs du projet, entre les métiers du projet, et qui n'était pas dans la façon traditionnelle de travailler jusque-là. Par contre, en formation, je dirais en formation continue, donc on a un public qui a déjà des habitudes de travail, qui a déjà un autre modèle de processus de travail. Et donc là, il y a besoin d'avoir une analyse des activités pour pouvoir cartographier vraiment les besoins pour qu'on puisse apporter une réponse. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet BIMaura avec nos étudiants du master. Alors on y reviendra tout à l'heure, le projet BIMaura, mais je rebondis, je me fais un petit peu l'avocat du diable aussi, ou en tout cas je me mets à la place des gens qui sont dans la salle. Quand vous dites on a les étudiants qui sont plus câblés pour la collaboration et pour la formation continue des entreprises pour lesquelles c'est un peu plus difficile, ça veut dire quoi? Que historiquement, les métiers étaient davantage cloisonnés, séparés entre eux, se succéder sur des phases de chantier sans suffisamment échanger? Le projet était séquencé, c'est-à-dire je vais caricaturer peut-être un petit peu, mais l'architecte produisait l'esquisse. Moi j'aime bien les caricatures, au moins ça permet de... Produisait une enveloppe, un bâtiment, et ensuite les bureaux d'études intervenaient pour dire là il faut déplacer tel mur parce qu'au niveau de la structure ça marche pas. Puis après on retournait chez l'architecte, intégrer ces modifications. Donc c'était séquencé. Et là on essaye d'approcher des modèles de processus où on va travailler de façon beaucoup plus synchrone et normalement beaucoup mieux anticiper ces allers-retours entre la conception architecturale et les différents métiers techniques. Et ce que je fais sur moi, ma partie, va avoir un impact peut-être plus rapide et plus important sur celui qui va me suivre. Va sûrement être intégré plus tôt dans beaucoup plus tôt dans le projet, dans la conception. Et donc va améliorer je dirais la solution finale, puisque en fait les incohérences, les clashs, tout ça vont être détectés et intégrés beaucoup plus tôt dans la phase de conception. D'accord. Du gain de temps, en termes de coût, d'efficacité. Gilles, un commentaire? Oui, alors effectivement, je ne serais peut-être pas aussi caricatural sur le séquentiel. Non, mais je commence à vous connaître, Arnaud. Donc, mais effectivement, l'avantage du numérique, l'avantage du BIM, c'est aussi ça. C'est le côté itératif, facilité. Qui facilite la démarche de modification, de variantes, suivant les phases de conception. Dans les phases de conception, effectivement, on a des outils qui nous permettent l'itération, qui facilitent l'itération aujourd'hui. Donc ça, c'est très important parce que ça permet tout un tas des échanges facilités entre les acteurs, entre l'architecte et l'ingénieur structure, par exemple, ou l'ingénieur fluide. Là, on a des échanges facilités. Et puis, dans les phases réalisation, on a aussi des itérations facilitées pour les variantes d'entreprise ou pour des modifications très rapides à faire. Donc ça, c'est aussi un avantage du numérique.
Alors, juste, on y reviendra juste après, parce qu'on a évoqué Bimora, c'est une action assez marquante, mais on y reviendra également après. Mais en termes d'état des lieux, j'aimerais maintenant m'adresser à Antoine Château. Alors, Antoine Château, expliquez-nous d'abord ce que vous faites. C'est quoi l'OPCO Atlas, les acronymes comme ça? C'est mieux connu sous un autre nom un peu qui a changé récemment. Au final, l'OPCO Atlas est assez récent. Ça fait un mois et demi qu'il a été véritablement créé. Il est né de la fusion de deux OPCA, opérateurs de compétences aujourd'hui, OPCA Baya et le FAFIEC, un peu plus connu dans le domaine de l'ingénierie, parce que c'est le financeur de la formation des entreprises de l'ingénierie. Alors votre action, c'est quoi? Alors, l'action, aujourd'hui, on travaille pour le compte de plusieurs branches, donc notamment la branche du numérique, de l'ingénierie, du conseil des études, dont on parlait tout à l'heure. À peu près 3000 entreprises d'ingénierie dans la région, donc un secteur fort, 30 000 salariés. Si on prend juste la partie construction, on considère que c'est à peu près 40%, donc c'est quand même des effectifs importants, un tissu assez bien réparti sur la région, plutôt des petites entreprises, des TPE. Notre rôle, c'est vraiment de les accompagner sur le terrain et trouver des solutions avec elles pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Alors justement, depuis quelques années, on parle avec ces entreprises de leurs besoins, de faire évoluer les compétences de leurs salariés sur le BIM. Ça a commencé, alors, je dirais 2012, 2013, on a commencé à avoir des projets qui commençaient à se multiplier. Alors on a notamment un dispositif qui permet d'accompagner les petites entreprises, moins de 25 salariés, qu'on appelle le plan TPME. Et avec un travail qui est fait avec le conseiller pour formaliser le besoin, travailler sur la stratégie, on a monté un certain nombre de dossiers pour aller chercher des financements exceptionnels. Alors ça veut dire quoi? Moi je suis bureau d'études dans le thermique, par exemple. J'identifie, je me dis, bon, le BIM, il faut que j'y aille. Voilà, j'ai compris, il n'y a plus le choix. Je me pose plus est-ce qu'il faut que j'y aille, c'est quand, comment? Comment ça se passe? Je peux vous solliciter? Il existe des aides du coup pour me former, moi et mon équipe? Alors il y a des aides, il y a des aides pour les petites entreprises, et notamment là en prenant ces plans exceptionnels, ça nous a permis, quand on est allé défendre ces dossiers à Paris pour aller chercher ces financements auprès de partenaires sociaux, notamment les organisations patronales, de leur présenter ces projets. Et là, ça a été vraiment des remontées de terrain qui a permis à ces partenaires sociaux, entre autres, parce que ça a été corroboré par des remontées de leurs propres adhérents, et notamment Sinov, qui a souhaité avoir une réponse plus globale à l'ensemble des entreprises du secteur sur le BIM. Du coup, il y a toute une création d'une filière sur le BIM pour former les différents salariés du secteur, alors qu'on appelle Action Collective, avec une trentaine de modules différents, une quinzaine d'organismes qui ont été sélectionnés, et qui abordent effectivement la formation sur les outils, les principaux outils utilisés, mais aussi la sensibilisation, parce que parfois on n'est pas forcément obligé d'aller former sur la technique, mais on a besoin d'acculturer l'ensemble des salariés d'une entreprise sur le BIM, et puis des questions d'organisation, de management à mettre en place dans l'entreprise. Alors, ces besoins, vous les avez aussi estimés, mesurés, au travers aussi, on parlait d'observatoire tout à l'heure, il y a un observatoire de la branche qui vous a permis d'identifier des besoins spécifiques en transformation numérique, c'est ça? Dans le BIM, est-ce que vous avez des tendances, quelques chiffres sur les besoins qui ont été mesurés, par exemple, dans la région? Vous avez... Alors, sur la région, c'est un petit peu plus difficile d'avoir vraiment quelque chose de précis au niveau de chaque territoire. Alors, il y a eu plusieurs études. En 2016, une première étude vraiment sur l'impact du BIM dans le secteur de l'ingénierie. Et puis, plus récemment, en 2018, une étude sur la dynamique de recrutement dans le secteur de l'ingénierie, qui a montré... Alors, il y avait plusieurs métiers en tension, plusieurs métiers sur lesquels il y avait des problématiques de recrutement, et notamment le premier métier qui était le métier de BIM Modeler. Alors, BIM Modeler, c'est un nouveau nom. Moi, j'entends souvent parler du BIM Manager. Alors, mais le BIM Modeler, alors? Alors, le BIM Modeler, en fait, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on peut appeler toujours, bien entendu, les projeteurs, les dessinateurs projeteurs,
les BIM designers. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de nommer cette famille d'emplois qui recouvre des réalités différentes dans chaque entreprise, mais une profonde transformation du métier qui a amené notamment, et là sous l'impulsion, je dois quand même le dire, de Sinov, de créer un certificat de qualification professionnelle, là qui est sorti très récemment en septembre, donc un CQP BIM Modeler, qui va permettre de former des salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes en alternance sur ce métier-là qui connaît une transformation profonde, mais en même temps sur lequel on estime à peu près à horizon 2021 à 3500 créations nettes d'emplois sur toute la France, donc voilà, y compris dans notre région. D'accord. Donc le constat des acteurs de la filière aujourd'hui, c'est quoi? On le disait tout à l'heure, mais c'est peut-être bon de le rappeler, parce qu'on s'interroge encore beaucoup dans la profession sur est-ce que je dois y aller, est-ce que j'attends pas. La transformation numérique en général, c'est ça. Je dis, je vais attendre de voir ce que font mes voisins, etc. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? La profession prend conscience que si j'y vais pas, j'existe plus sur le marché ou... Oui, je pense que la profession a été quand même les précurseurs là-dessus. Ils sont au début de la chaîne. Ils ont été les premiers à aller sur ces démarches et sur ces outils. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est effectivement par rapport aux demandes clients, par rapport à des concurrents qui sont dotés de ces outils, on loupe des marchés. Donc alors, autant ça pouvait être il y a quelques années une façon de se différencier par rapport à d'autres concurrents. Aujourd'hui, c'est vraiment une façon de pouvoir continuer à pouvoir développer une activité. Donc, pour moi, il y a quand même une vraie conscience de l'importance. Maintenant, voilà, on parlait tout à l'heure de toute la chaîne des acteurs sur des projets, ce qui peut bloquer quand même la mise en place de ces outils, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore un travail à faire de formation des salariés, notamment dans les petites structures. D'accord. Un complément, Gilles, et je reviendrai vers Gaël. Oui, juste par rapport à il faut y aller ou il faut attendre. On me posait la question hier après-midi lors d'une manifestation. Quid de l'obligation, des obligations BIM. Donc je rappelle quand même que l'obligation normalement aurait dû être appliquée en 2017, que on a bien senti que la filière était... Au niveau des décideurs de la maîtrise Au niveau des d'ouvrage. décideurs, oui. D'accord. En marché public notamment, on a bien senti que c'était un peu difficile, mais cette obligation aujourd'hui, elle va arriver. Et ça ne saurait tarder. Donc je pense qu'il faut être prêt à cette transition. Il faut se préparer à cette transition. Je le répète, elle est inéluctable. Regardez, j'invite chacun à aller voir un peu ce qui se passe autour des grands GAFA, Google et autres, voir comment ces gens sont en train de prendre le marché du bâtiment. On peut se faire disrupter si... On peut se faire disrupter ça, très rapidement. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'il faut... Alors, je voulais juste faire une parenthèse sur la formation aussi, parce qu'on en parlait encore hier. Je crois que les outils aussi sont en train de s'adapter. On a des échanges avec les éditeurs. D'ailleurs, ils sont avec nous aujourd'hui. Je crois que les outils sont en train d'évoluer aussi, ou que les utilisateurs peuvent les faire évoluer. Alors, on voit tout un tas de communautés sur certains outils bien particuliers. Il y a des communautés qui se créent. Et on voit aussi les outils qui évoluent, qui vont avec des algorithmes, qui vont repérer votre méthode de travail, votre façon d'aller dessiner ou réaliser quelque chose, et qui vont pouvoir vous alerter en vous disant là, tu as fait 4 manips, en 2, tu dois pouvoir y arriver. Voilà, cette formation, des coachs sur l'outil. Donc ça aussi, c'est une manière, on parle de numérique, mais le numérique nous prend aussi de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a des facilités dans tous les domaines. Et je crois que toutes certaines tâches récurrentes, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, on parlait de l'évolution du dessinateur projeteur ou du BIM modeler maintenant, effectivement, il y a des tâches... notamment tracer des réseaux électriques, tracer du ferraillage, des cadres ou des barres,
eh ben, il y a des outils aujourd'hui qui sont capables de le faire un peu plus facilement et qui nous laissent un peu plus de temps en ingénierie, je parle, pour calculer ou pour optimiser. Et on retrouve aussi des outils en design pour les architectes qui peuvent laisser du temps pour la conception. Voilà. Gaël, vous aviez évoqué tout à l'heure une opération qui s'appelle BIM Aura. Donc, rapidement, désolé, le temps avance. On a commencé avec un peu de retard. Les principes de cette action, un peu, pas innovante, mais si, peut-être quand même, sur l'approche du marché. Alors, rapidement, le principe de l'action, c'était de travailler avec des entreprises au niveau local, afin d'identifier leurs besoins et de cartographier un peu les activités des entreprises, donc avec des entreprises de différents types d'activités. Et on a mené ces projets avec nos étudiants en master spécialisé sur la production de fiches actions qui ont donné lieu à une présentation publique en juin l'année dernière, ici même à la région. Et cette année, on relance le même type de travail avec les entreprises qui sont partenaires de cette action. Donc alors le pilotage se fait avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction Gilles Beretta qui sera là tout à l'heure. Oui. Avec le cabinet SINS, qui est un cabinet en ingénierie pédagogique, donc d'accompagnement à la formation. Mais ça implique aussi des entreprises, là, du coup. Oui, voilà. Tout l'écosystème est mobilisé. Voilà, les entreprises partenaires qui, avec un double objectif, de pouvoir à la fois créer, je ne sais pas comment dire les choses, un club, en fait, des rencontres pour être un peu un lieu de dialogue, d'échange, de bonnes pratiques, etc. Et en même temps, de pouvoir accompagner les entreprises à partir de leur activité propre et de leur mode d'organisation, les accompagner pour leur monter en compétence sur le BIM. Finalement, un système d'apprentissage un peu collectif, quoi. Finalement, les entreprises aussi y gagnent en termes de... Évidemment, c'est aussi le but d'accompagner la montée en compétence des entreprises. Vous avez besoin d'entreprises pour participer à BIM Aura ? C'est l'occasion, allez-y. Évidemment. Donc, alors, si on peut faire avancer les choses. S'il y a des entreprises effectivement qui sont intéressées par la démarche, qui veulent savoir un peu plus, il y a Sylvie Lechauve et Aurélie Talon qui sont les pilotes donc pour SINS, et voilà. Polytech, et puis Gilles Beretta au niveau de la région. On a une pause dans une demi-heure environ. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et donc, on relance l'action avec notre nouvelle promo de Masterien cette année, plutôt orienté sur la gestion maintenance et puis aussi sur l'industrie. D'accord, très bien. Voilà. Gilles ? Donc, juste pour conclure, toutes ces animations, c'est le cœur de l'action 7 aussi, l'action 7 d'ADN. Ce n'est pas que la communication, c'est les relations avec la formation, c'est aussi l'action 7, c'est aussi la relation avec les clusters, avec les actions régionales, avec les différents acteurs, les différentes fédérations, organisations professionnelles sur le site. Dans le même esprit que ce qu'on fait. Dans le même esprit, j'ai vu cette semaine la FFB Auvergne créer un club numérique justement pour intégrer toute cette problématique numérique. Donc l'action 7 d'ADN, c'est aussi ça, c'est regrouper tous ces acteurs, communiquer avec tous les acteurs pour que chacun s'approprie le numérique à sa façon. On parle beaucoup d'ingénierie là, mais il y a aussi tous les réalisateurs, les entreprises ont un gros besoin, les sous-traitants d'entreprises. Enfin, je veux pas détailler tout là, j'ai pas le temps, mais il y a toute une chaîne numérique qui doit s'intégrer à cette conception, à cette réalisation, et pour finir à la réalisation globale et la finalité. On la connaît, c'est d'essayer de construire mieux et un peu moins cher si on y arrive. Antoine Château, comment ça va évoluer ? Parce que c'est une thématique qui bouge beaucoup, donc des besoins qui vont se faire sentir de plus en plus précis, etc., ou de plus en plus volumineux, peut-être les deux. Comment vous adapterez demain ? Est-ce que plus vous aurez de demandes, plus vous serez en mesure d'accompagner, de débloquer des moyens, ou est-ce que vous êtes limité dans votre action ? Alors, le sujet est sensible, je ne sais pas si on va l'aborder.
Globalement, les fonds de la formation sont plutôt à la baisse, en tout cas pour les salariés. Ouais. Maintenant, on parie aussi beaucoup. Alors là, côté initial, hein, sur l'alternance, et pour développer ce lien entre la formation, j'allais dire des plus jeunes, et puis la formation en entreprise, donc via l'apprentissage, via les contrats de professionnalisation. Maintenant, je crois que c'est l'affaire de tous. Hein. Enfin, chacun a son rôle à jouer, là-dedans. Nous, on a notre rôle effectivement en tant que financeur ou accompagnateur ou facilitateur, on va dire, pour les petites entreprises. Vous avez un rôle d'écoute aussi de la profession pour identifier les besoins et les faire remonter. On a ce rôle-là de pouvoir faire remonter, avec l'aide bien sûr des fédérations patronales, hein, parce que c'est aussi leur rôle. Mais en tout cas, de pouvoir faire remonter, illustrer les besoins sur le terrain des entreprises. C'est effectivement notre rôle, avec des conseillers qui sont un peu sur tout le territoire. Donc voilà, on est là pour essayer d'améliorer l'accès à ce domaine qui parfois est compliqué, parce que administratif, parce que ça demande des fonds, parce qu'on n'a pas le temps forcément de Vous êtes là pour faciliter Exactement, les choses. complètement. D'accord. Très bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais l'événement qui nous réunit aujourd'hui est soutenu par Atlas. Hein. Tout à fait. Voilà. Je suis désolé, on avait plein d'autres messages à diffuser, mais on aura une pause, donc je vous invite chacune à aller à la rencontre de nos intervenants d'aujourd'hui. Merci. On va clore cette première séquence. Merci à vous. On va poursuivre avec les éditeurs, parce que la formation, l'appropriation des techniques, l'appropriation des processus de travail, oui, mais à un moment donné, on se rend compte aussi, quand on parle avec les acteurs, qu'il y a un sujet qui revient souvent dans les débats. J'utilise le mot débat volontairement parce que ça coince, ça gratte un petit peu, c'est un sujet un peu poil à gratter. C'est les solutions, les éditeurs, les formats de données, etc., qui peuvent être souvent perçus comme aujourd'hui plutôt encore des contraintes et des freins à l'action plutôt que comme des choses incitatives. Pour nous en parler, et on abordera évidemment également l'interopérabilité des données, on va creuser ce sujet. Je vous remercie d'accueillir Guillaume Vray, directeur d'Allplan. Bonjour Guillaume. Stéphane Bernard, qui est président d'ATIC, qui est aussi vice-président du Building Smart France. Bonjour, installez-vous. Bruno Slama, qui est le gérant de BBS Slama, qui nous expliquera tout à l'heure dans quel domaine précis de l'édition il intervient. Et Emmanuel Di Giacomo, qui est responsable Europe Développement et des écosystèmes BIM chez Autodesk. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Alors, on va très très vite parler d'interopérabilité, très rapidement pour rattraper un peu le temps. Mais aujourd'hui, je le disais en introduction, quand je suis un professionnel ou quand on échange, on entend souvent ce sujet qui revient comme étant un peu le poil à gratter. C'est-à-dire que moi, je veux bien me lancer dans le BIM, mais il y a tellement de solutions qui existent, il y a tellement de formats de données. J'ai des homologues qui utilisent de l'IFC, j'ai des homologues qui utilisent du format natif, j'ai X solutions sur le marché. Est-ce que pour mon métier spécifique, il y a une chose bien adaptée ou est-ce que je dois prendre quelque chose de plutôt généraliste? Finalement, tant que je me pose des questions, je n'agis pas. Et je peux même être effrayé un peu par le fait de dire est-ce que je vais faire le bon choix, etc. J'entends aussi souvent mes collègues qui se sont lancés parler de l'interopérabilité. Tiens, j'ai choisi telle solution, mais c'est compliqué d'échanger avec les autres acteurs sur un chantier, etc. Constat aujourd'hui, partagé. Je vais commencer déjà, présentez-vous rapidement. Emmanuel, on peut commencer peut-être par vous. Autodesk. Autodesk, donc, je suis responsable du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk pour l'Europe, donc depuis plus de 17 ans chez Autodesk. Avec, quels outils sont connus Les outils qui sont connus chez Autodesk, donc Revit, qui est un outil qui est énormément utilisé sur les projets, et aussi une collection AEC qui regroupe une quinzaine à peu près d'outils, et justement avec cette volonté de développer les workflows entre les solutions et aussi à l'extérieur avec justement les formats d'échange ouverts. On y reviendra juste après. Oui. Guillaume Vray, donc Allplan. Oui, donc Guillaume Vray, donc je représente la société Allplan. Donc nous, on est également éditeur de Allplan, Allplan, on le dit selon le français ou le côté germanique. De BIM, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, oui, nous, on est éditeur donc, de solutions logicielles dans le monde de la construction. Donc on couvre le cycle de vie en passant des premières esquisses d'architecture
pour aller d'ailleurs jusqu'à l'exécution, en fait. Donc ça va jusqu'au plan d'armature, plan de ferraillage et tout ce qui va être également dédié au métier du génie civil, ouvrage d'art. Oui, l'idée, en fait, en tant que développeur de solutions logicielles, c'est vraiment d'être proche de vous, qui êtes utilisateur. L'idée, c'est d'avoir vraiment une solution métier pour votre métier, donc très très spécialisée pour. On est déjà un peu dans le sujet là. À vos problématiques. Voilà. Juste après. Je m'arrête là. Merci, Stéphane Bernard. Bonjour, Stéphane Bernard. On finit par les 2 régionaux de l'étape. Oui. Donc nous, on est éditeur dans des domaines beaucoup plus veut. verticaux que Allplan ou Autodesk. Nous, on couvre tout ce qui est descriptif, quantitatif, estimation, et puis après, appel d'offres, chantier, que ce soit côté maîtrise d'œuvre ou même entreprise, maintenant sur le chantier grâce au BIM. Et on existe à Clermont-Ferrand depuis les années 80. D'accord. Et on a toujours été très impliqué dans le côté graphique des choses. Bruno Slama. Oui, donc comme on est dans une réunion BIM, que Gilles Charbonnel est là, je voudrais quand même signaler que j'ai été président de Mediaconstruct Building Smart pendant un peu plus de 15 ans, à l'époque où Synov en faisait partie, que ADN n'existait pas encore. Et je suis d'ailleurs aussi toujours président d'Edibatech, qui a assuré les bases de données pour la RTE 2012. Alors BBS, qu'est-ce que c'est ? Oui, à titre personnel, d'ailleurs, j'étais plus programmé, et il y en a ici, pour être chercheur, mais plutôt en mathématiques que pour être éditeur, mais la vie n'a pas voulu. Et donc, je suis passé progressivement de l'abstrait au concret, c'est-à-dire à des méthodes de calcul thermique, puis à la création de logiciels, et puis pour devenir gérant de BBS Lama, éditeur de logiciels dans le domaine thermique, également dans le domaine du calcul électrique. Alors, au-delà du fait que vous soyez les régionaux de l'étape, si je peux me permettre, l'intérêt c'est de pouvoir croiser les points de vue d'éditeurs plutôt majeurs, reconnus sur le marché, etc., et aussi d'éditeurs qui sont spécifiques. Vous avez des spécificités, donc c'est intéressant aussi de croiser vos points de vue. Donc première question, et du coup Bruno, vous avez le micro, donc je vous laisse la parole. Aujourd'hui, cette question de l'interopérabilité qui peut freiner, en tout cas dans l'imaginaire ou concrètement, l'accès des professionnels au BIM, vous en pensez quoi, vous ? C'est quoi votre constat ? Moi, je dirais que les problèmes techniques d'interopérabilité sont derrière nous. Par exemple, tous les logiciels produisent des IFC et il existe des spécialistes qui nous aident, nous, les éditeurs plus petits, à lire n'importe quel IFC. La difficulté... IFC, c'est bon pour tout le monde ? Alors, l'IFC, c'est un format d'échange. On va dire que c'est le DXF du BIM. Le DXF, c'est le format par lequel on échange des plans. Si vous ajoutez des acronymes aux acronymes... on en reparlera, vous comprendrez, avec les exemples tout à l'heure. D'accord. C'est le PDF du BIM, on me dit. Voilà, c'est le PDF. C'est peut-être réducteur, mais voilà. Le PDF, merci. Emmanuel. Ok, on retient tous ça pour la prochaine fois qu'on doit expliquer IFC. Super. Voilà. C'est l'OpenBIM. Alors pour nous, le problème vient plutôt lorsque les données dont on a besoin n'existent pas dans les logiciels CAD. Alors par exemple, nous faisons des logiciels, comme je disais, dans le domaine de l'électricité. On a besoin de récupérer des chemins de câbles, on a besoin de récupérer des prises de courant. Voilà. Alors là, pas de problème, on arrive très bien à récupérer tout ça. Donc pas de difficulté particulière. Pour les calculs énergétiques, c'est un peu différent, parce qu'on a besoin, pour faire de l'énergétique, de savoir quel mur borde chaque espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pardon, je l'ai noté. On a compris le principe. Si c'est trop technique... les space boundary de niveau 1. Okay. Quel mur il y a à côté d'un espace. Et puis, pour bien faire, on a aussi besoin, là c'est transparent, on voit assez facilement, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Alors, les premières données, généralement, on les trouve, elles sont présentes dans les logiciels CAD. À 90%, c'est bon. 90%, il y a 10%. Alors, pour ce qui est du niveau 2, là, en général, elles n'y sont pas. Donc, ça c'est le principal problème d'interopérabilité dans les domaines thermiques. D'ailleurs,
J'en profite qu'il y a beaucoup de C'est-à-dire monde. que je récupère une version de la maquette sur laquelle moi je dois ensuite intervenir ou de laquelle je dois extraire des données nécessaires pour apporter ma valeur ajoutée. Je n'ai pas toutes les informations ou parfois des informations erronées. Alors C'est ça, voilà, en fait. je n'ai pas toutes les informations. Et effectivement, des fois, elles ne sont pas tout à fait justes. Et des fois, pour ce qui est de l'autre côté du mur, mais qui est vraiment fondamental en thermique, elles ne sont jamais présentes. Alors, le côté positif pour moi de cette affaire, c'est qu'en expliquant ça à l'ADEME, ils ont soutenu un projet qui s'appelle le projet BI, et nous travaillons actuellement à contribuer à résoudre ce problème. Et puis, comme on est à Clermont, je signale que le 30 janvier, il y aura une journée de travail où sont invités aussi bien les universitaires que les bureaux d'études, sur lequel, bon, on en a déjà fait une il y a quelques mois, on en refera une deuxième. Ça se passera dans les locaux de la FFB, ce qui montre le travail Si vous entre voulez les des différentes... informations, pendant la pause, allez voir Voilà. Bruno Slama. On va enchaîner parce que je suis vraiment navré. On a vraiment un timing à tenir. Voilà. Alors, Et donc, Stéphane, vous peut-être- pouvez vous inscrire Ouais. sur notre site si vous êtes intéressé. Stéphane, votre vision à vous de votre constat un petit peu de ce qui est Alors, exprimé par la profession sur par l'interopérabilité. rapport à notre expérience à nous, de toutes ces problématiques, c'est un mot qu'on n'aime pas trop chez ATIC, problématique, mais c'est problématique d'interopérabilité. Donc on fait aujourd'hui le constat que l'IFC, effectivement, ça n'est pas encore parfait, mais que dans 10 ans, non, ça ne le sera pas non plus, et que tout le monde continue à travailler entre éditeurs ou sur la norme, ce qui est le rôle de l'association que citait tout à l'heure Bruno, Mulnic Smart International, qui a une agence en France. On va en reparler par rapport à 2-3 astuces pour trouver de l'information dans quelques instants. Et donc cette interopérabilité en Open BIM, donc où on passe d'un logiciel dans un autre, ne pose plus tellement de soucis dans le sens où on descend d'un architecte vers un économiste, d'un architecte vers un thermicien, d'un architecte vers... Maintenant, les questions que Donc ça, c'est l'on ce a, nous... Quand on a préparé, vous me disiez, ça, c'est l'allée. Ça, c'est l'allée, voilà. l'allée. Donc, je vais d'un L'allée- point A à un point B. L'allée et se passe le- plutôt bien. Quand la maquette est bien faite, après il y a des problèmes de méthodologie pour avoir des belles maquettes, etc. La problématique se positionne tout naturellement sur le retour. Pourquoi Là, le retour effectivement, c'est-à-dire que le logiciel, on va appeler ça le logiciel métier, doit remettre de l'info dans l'outil de conception de design. D'accord ? Outil qui n'est pas toujours conçu pour reprendre toute cette info. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on se heurte aussi sur le terrain à des problèmes peut-être de type responsabilité. Est-ce que l'économiste ou le thermicien a envie que l'architecte manipule ses données de façon autonome? Et est-ce que l'architecte a envie que quelqu'un modifie sa maquette? Alors, à propriété, mais aussi capacité De remodifier, lui il va couper un mur quelque part, moi je vais le couper ailleurs, et l'architecte va dire qui a coupé mon mur. Et, bon. Donc D'accord. Et ça, il y a plusieurs votre niveaux point dans de le vue, BIM. Concrètement, votre point de vue aujourd'hui, c'est quoi? Alors mon point de les vue, c'est acteurs que sont encore réticents, mon point de vue, c'est frileux. qu'informatiquement, on peut y arriver. Ça pose pas de souci. La Ça technique, n'est c'est que pas un de l'informatique. Maintenant, il y a des méthodologies à mettre en place autour des différents acteurs pour que ce soit validé quand, pourquoi, comment, qui est responsable, qui n'est pas responsable, etc. On trouve aujourd'hui sur le terrain des gens qui sont contents de ne pas pouvoir ouvrir des maquettes BIM, on va dire, de conception, juste parce que, ouf, ça sera. Donc c'est pas moi qui vais cautionner une erreur que je n'aurais pas vue. Donc c'est cette question de responsabilité qui est importante. Mais ça, c'est juste de la méthodologie. Après, il y a l'informatique. Alors à ce sujet, tu l'as évoqué tout à l'heure au niveau d'ADN, mais vous pouvez trouver aujourd'hui le gros problème. Le problème numéro 1, c'est que j'ai pris une maquette et je n'ai pas réussi à la lire dans le deuxième. Ouais. Est-ce que c'est le premier qui a mal exporté? Est-ce que c'est le deuxième qui a mal importé? Est-ce que la maquette est mal faite? Ou est-ce que tout ça, il nous manque un petit morceau? La lire, c'est une chose. La compléter, voilà. Intervenir dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce format IFC est tellement énorme et complexe pour pouvoir encadrer et encapsuler toutes les infos, c'est que dans chaque logiciel, il y a des dialogues, des boîtes de dialogue pour exporter, il y a des boîtes de dialogue pour importer. Alors ça, on y reviendra après un peu. Là, il existe déjà sur Internet des fiches point à point qui permettent de faire tout ça.
Alors, ça, il y a des choses techniquement qui sont en place. On va continuer à parler d'IFC, Guillaume, parce que vous intervenez. Enfin, c'est votre principal format de données que permet de travailler. C'est Nemetschek, c'est ça. Exactement. Et du coup, le constat de. Alors, il y a deux écoles. Enfin, il n'y a pas deux écoles. Mais on n'est pas là pour opposer. Mais il y en a qui sont des pros IFC. Il y en a qui sont plutôt des pros format natif, etc. Parce que je veux pouvoir intervenir, faire évoluer. Comment vous répondez à ça aujourd'hui? Alors, la réponse, elle va être très simple. C'est que il y a une partie, on parle tout à l'heure d'IFC, et les gens ne savaient pas ce que c'était que l'IFC. L'IFC, c'est vraiment de la chance d'avoir ça avec les organisations Munich Smart ou encore ADN, d'avoir un format d'échange, je dirais, dans notre milieu du monde de la construction. Ce n'est pas le cas partout. Si on prend l'exemple de l'industrie, ça n'existe pas forcément. Entre des modeleurs mécaniques, il n'y a pas forcément de format d'échange, il y a le STEP. Mais nous, l'IFC, on va plus loin que ça, puisqu'on échange de la donnée derrière. Il y a de la géométrie et de la donnée. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'échange d'informations, interopérabilité. C'est un peu vraiment la philosophie de l'open BIM. C'est le mot qui revient souvent. Donc voilà, quand on parle d'open BIM, c'est on s'échange des données par rapport à ce format IFC. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même vraiment en silo et en métier spécialisé. C'est-à-dire qu'un thermicien va utiliser un logiciel de thermicien, un électricien un logiciel d'électricien, et quelqu'un qui fait de la structure ou autre chose, un logiciel de structure qui lui est dédié à son métier. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça qu'on travaille. Un outil qui fait tout, peut-être, mais pas complètement par rapport au métier de chacun. Donc c'est pour ça que l'Open BIM, c'est une vraie philosophie, qu'il faut garder ça à l'esprit. L'idée vraiment pour nous, donc groupe Nemetschek, je dirais on est 16 marques de logiciels, toutes dédiées à un métier. Alors ça va à l'architecture, la structure, le bâtiment, le MEP et ainsi de suite. Et la philosophie, c'est qu'on échange tous au sein du groupe par rapport à ce format IFC. Donc nous, c'est vraiment dans notre ADN, sans faire de jeu de mots, Gilles, je suis désolé, sur la façon dont on travaille depuis le début. Et du coup, aujourd'hui, l'interopérabilité, j'ai envie de dire, et je rejoins mes confrères, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'interopérabilité, c'est que de la méthode. C'est se poser, avant de démarrer le projet, OK, qu'est-ce qu'on va échanger? Pourquoi? Comment? Pour qui? Alors, il n'y a pas de problème, mais apparemment, tout le monde ne le comprend pas, ou en tout cas n'est pas formé. On y reviendra donc du coup pour ramener au sujet de la formation. Emmanuel Di Giacomo, on va plutôt parler format natif avec vous. Du coup, votre école, votre point de vue sur ce constat contrasté sur l'interopérabilité. Je n'ai pas envie uniquement de parler de format natif. Non. C'est vrai que l'une des grosses différences... J'aime bien caricaturer aujourd'hui, mais c'est pour apporter des grandes lignes. Alors, déjà, c'est vrai que ça a été dit par mes confrères. Le format IFC, mais c'est restrictif quand on parle d'Open BIM de parler de format IFC. Alors déjà, le format IFC, c'est un format d'échange et pas de travail. Donc ça, c'est hyper important de dire pas de travail. Donc effectivement, on va s'en servir quand on travaille entre un architecte et un économiste ou entre un architecte et un bureau d'études s'il n'y a pas de workflow existant entre ces deux logiciels-là. Workflow, flux de production entre deux logiciels. Je dirais que l'interopérabilité, ça va au-delà d'un seul format, c'est comprendre comment, comme l'a dit Guillaume, comment et pourquoi on doit échanger. Typiquement, si je fais des calculs de performance énergétique, je ne vais pas forcément utiliser le format IFC, qui est un format ouvert. Je vais peut-être utiliser le GBXML, Green Building XML, qui va me permettre de calculer correctement. Si je veux piloter une machine à commande numérique ou une imprimante 3D, je ne vais pas utiliser l'IFC. Je vais peut-être prendre du STL, stéréolithographie, etc. Donc, on se rend compte qu'en France, il y a déjà une méconnaissance de la majorité des acteurs. On a fait une enquête l'année dernière avec les cahiers techniques du bâtiment, où on s'est rendu compte de, je dirais, peut-être même l'ignorance de la majorité des professionnels. Et ça, c'est lié au fait qu'on les a... en fait, on leur a servi pendant des années le fait que le format IFC était la seule possibilité d'échanger. Mais comme je l'ai dit, il y a énormément de formats. Dans le géospatial, par exemple, vous avez encore d'autres formats, CityGML, LandXML, etc. Donc il faut d'abord que les acteurs comprennent qu'en fonction des besoins, on va utiliser un standard donné, qu'il soit ouvert ou pas.
Alors c'est vrai que nous... J'ai envie de dire, Oui. pour qu'ils comprennent, il faut qu'on leur explique. Exactement, il faut qu'on leur explique que justement, ce qu'on leur dit sur les IFC, c'est peut-être parfois vrai. Vous avez vu que parmi mes collègues, on dit que globalement ça marche bien, et moi je peux le prouver aussi au travers des projets que je vois. Alors c'est vrai qu'il y a des cas où effectivement il peut y avoir des problèmes si on n'a pas la même version du logiciel, si on n'a pas la toute dernière version, si on n'a pas de correctif, etc. Il peut y avoir des soucis. Mais pour preuve, le prix des BIM d'or qui existe depuis 6 ans, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges qui se font entre tous ces logiciels. Et typiquement, on ne peut pas se passer de l'interopérabilité, notamment du format IFC. Typiquement, dans chacun de en tant qu'éditeur, on n'est pas leader sur tous nos secteurs. Nous, typiquement, sur la partie structure, on n'est pas leader. Je peux citer Tekla Structure, qui est certainement le logiciel le plus utilisé, mais qui est souvent utilisé en combinaison avec Autodesk Revit. Eh bien, si le standard IFC ne marchait pas, on ne pourrait pas échanger. Donc, c'est hyper important, mais comme on l'a dit, il y a des mots-clés. Il y a formation, sensibilisation, méthodologie aussi, ça a été dit. Si on n'a pas la bonne méthodologie, et très simplement, si on crée un linteau et qu'on utilise un bout de mur, bah effectivement, quand on va faire un export IFC, il y a de fortes chances pour que ça se passe mal. Donc il faudrait sensibiliser les jeunes générations et les professionnels à ces sujets. Si je comprends bien, le biais technique n'est pas vraiment la vraie réponse aujourd'hui. C'est une méconnaissance un petit peu des potentiels d'interopérabilité des solutions entre elles, des différents formats. Mais alors du coup, deuxième étape de cette séquence, pour être force de proposition, ou en tout cas éclairer sur comment on peut faire avancer la machine, entre guillemets, quelles sont les solutions aujourd'hui pour permettre à la profession de mieux savoir et de mieux comprendre que l'interopérabilité, c'est possible, pour qu'ils avancent. Et on le disait en introduction, pour qu'ils s'y mettent, quelque part, de manière un peu plus franche, un peu plus libérée. Oui, si je puis me permettre, il y a un organisme qui est clé dans le domaine de l'interopérabilité, c'est Building Smart, dont Stéphane est vice-président, je crois, et dont Bruno était président précédemment, qui informe sur ce qui est possible, qui met à disposition des fiches. Chacun des éditeurs, nous, on a par exemple un guide IFC pour Revit, je sais que le groupe Nemetschek fait beaucoup aussi dans ce domaine-là, où si on le souhaite, il y a des guides à disposition de 50, 200 pages, etc. Il y a des vidéos, il y a plein de choses à disposition. Vous allez trouver sur le site donc, de Building Smart France, anciennement Media Construct, des guides de rédaction de conventions BIM, pour ceux qui se lancent la première fois, de savoir ce qu'on doit... Ça n'est pas ce que vous devez mettre, c'est ce que vous ne devez pas oublier quelque part. Oui. Un petit BIM book qui lui regroupe un peu les généralités du BIM. Récemment a été fait à la demande du CNAM, mais par Building Smart France, un MOOC qui est en cours là, et qui va finir fin décembre sur l'état de l'art du BIM sous l'aspect BIM pour tous, pas sous l'aspect je suis Aegis, je suis Bouygues et je fais le Grand Paris. C'est un format en ligne qui a valeur de formation, un MOOC. Voilà, ça c'est fait par le CNAM et par les intervenants de Media Construct derrière. Et puis surtout, on en parlait, les premiers échanges sur lesquels tout le monde se heurte, c'est la maquette qui passe mal. Donc vous retrouvez là-dedans, et chacun a pu y mettre un petit peu sa compétence, des fiches qui permettent de repérer les paramétrages du logiciel 1 quand il veut communiquer avec le logiciel 2. Et quand on communique avec le thermicien, on n'a pas fatalement besoin de la même boîte de dialogue à l'export que quand on communique avec l'économiste. Et ça, vous allez le retrouver, ça s'appelle BIM Standard sur Internet aussi. Donc il existe des outils, j'entends bien, mais reste quand même un état de fait, c'est que les professionnels aujourd'hui passent à côté de l'info apparemment, pour une grande partie, si pour eux ça reste un frein. Maintenant, ils ne passeront plus. Voilà, pour ceux qui sont présents, en effet. Je pense que nos clients ont un point de vue très pratique. On leur propose, par exemple, des solutions pour faire une étude thermique qui exploitent un fichier IFC, ou on leur propose une solution à l'intérieur de Revit qui utilise d'ailleurs aussi les IFC, mais qui en profite pour utiliser les données internes à Revit et qui, du coup, est beaucoup plus interactive. Donc voilà. Alors après, pour qu'ils puissent bien s'en servir, il faut qu'ils aient une certaine culture générale, par exemple qu'ils ne mettent pas des poteaux à la place des murs ou le contraire. Et puis après, il y a des formations plus pratiques que l'on organise pour avoir le détail de ce qu'il faut faire pour passer pratiquement
à l'étude thermique. D'accord. Guillaume, sur les solutions qui existent aujourd'hui pour faciliter la compréhension, l'appropriation de la profession, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, je rejoins également mes confrères. C'est vrai que la notion de collaboration, c'est primordial. Ça veut dire que là, ça va être de l'accompagnement, de la formation. Là-dessus, je dirais, moi, nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire vraiment... Est-ce que votre accompagnement, il est interopéré? C'est-à-dire, est-ce que vous agissez ensemble dans l'intérêt général de la profession, ou est-ce qu'en tant que concurrent, quand même aussi sur le marché, vous pouvez avoir... Je me fais l'avocat du diable volontairement, à avoir tendance à dire ça, c'est la solution idéale pour votre métier, il n'y a pas de doute, etc. Très honnêtement, non, parce qu'en fait, je dirais, on est plutôt confrères que concurrents. On a des clients communs, principalement, je dirais... des clients ont de l'Alplan, des clients ont de l'Autodesk ou de l'Attic+. On a vraiment, d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de Patriarche. On a un client commun tous les trois, et tous les trois, on est clients Patriarche. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous, on fasse de l'accompagnement pour comprendre les projets de nos clients et les aider à cette interopérabilité. C'est pour moi la meilleure façon, c'est de tous se mettre autour de la table. Et je prends l'exemple, on a fait hier une convention Alplan, on était au Groupama Stadium sur le stade de l'Olympique Lyonnais. Très bel exemple, on a une présentation client sur ce bel ouvrage, qui est quand même un ouvrage 56 000 places, je crois, de mémoire, 120 000 mètres cubes de béton, je crois qu'il y a plus de 1000 tonnes d'acier, enfin, on est quand même sur un gros projet, tout en open beam. Donc la structure faite en Alplan, mais ça a très bien, je dirais, échangé avec Vinci qui a construit le projet. Donc on a réussi à gérer le maître d'ouvrage, satisfaire les différents acteurs, tout ça parce qu'on s'est mis autour de la table. Mais il y a un élément important que j'ai bien aimé dans cette présentation d'hier, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est notre client CTE Construction qui dit, voilà, avant d'attaquer le projet, j'ai pris 2 semaines, je me suis isolé pour me poser et dire de quoi j'ai besoin et comment je vais échanger les données avec mes confrères. Et je trouve que ce temps-là de 10 jours où il a su se poser, voir quelles étaient les demandes de son maître d'ouvrage et comment il allait le livrer, a été primordial pour la suite du projet. Donc il nous a bien expliqué, j'ai divisé mon bâtiment, fait mes structures, regardé ce que je pouvais récupérer d'un côté de l'autre. Donc là, on est un peu dans le BIM modeler, mais en fait, c'est dans le BIM manager également, de gestion de données, d'interopérabilité et d'être un peu malin, j'ai envie de dire. Emmanuel Giacomo, quand on parlait du Building Smart International, vous avez évoqué 3 piliers principaux sur lesquels vous interveniez. Donc, des guides d'action, il y avait la démocratisation, c'est ça? Oui, vous agissez ensemble pour favoriser ça notamment? Alors pas uniquement avec Building Smart. Nous, de notre côté, on le fait. C'est depuis la naissance d'Autodesk, la démocratisation. Je dirais que c'est dans notre ADN. Excuse-moi. C'est dans notre ADN. Donc voilà. Donc la démocratisation, ça fait partie de la volonté d'Autodesk de manière à ce qu'il y ait un maximum de gens qui utilisent le processus BIM. Chez Building Smart, eux, c'est plus focalisé sur l'IFC, démocratisation de l'utilisation du standard IFC. Et pour ça, il y a ce qu'ils appellent des rooms, donc des chambres ou des groupes de réflexion dédiés avec des verticalités pour chacune des typologies IFC. Par exemple, vous avez l'IFC Infra, vous avez l'IFC Building, vous avez l'IFC Rail, etc. Mais là, c'est pareil, chacun se bat un petit peu pour sa paroisse. Et d'ailleurs, si vous regardez, IFC Rail se bat pour l'IFC Rail, et au sein d'IFC Rail, vous avez les Chinois qui se battent pour avoir le pouvoir par rapport aux Européens, etc. Donc c'est pas si rose que ça. C'est une véritable bataille économique, même dans l'open BIM. Donc ça, faut pas le perdre de vue. Ensuite, nous, en tant qu'Autodesk, l'interopérabilité, on la voit aussi de plusieurs manières. Il y a effectivement la capacité à échanger dans des formats ouverts, IFC, GBXML, etc. Mais il y a aussi l'ouverture de nos API, c'est-à-dire les Application Programming Interface, c'est-à-dire la capacité qu'ont des développeurs externes comme BBS, comme Attic, de venir se plugger et de venir chercher les données dans la base de données, ce qui, dans certains cas de figure... C'est du SaaS, c'est ça un peu alors, ça peut se faire en mode SaaS avec des technologies web qu'on développe aussi. D'ailleurs, ça c'est le troisième axe. Donc, c'est ouverture des API au maximum pour que n'importe qui puisse se plugger. D'ailleurs, on est en contact avec le groupe Nemetschek, avec Graphisoft, etc. On échange sur ces sujets-là
quand il y a des problématiques. Et le troisième axe pour nous, notre vision, c'est que l'interopérabilité ne s'arrêtera plus aux versions bureau des logiciels, ce qu'on appelle desktop en langage anglo-saxon. Mais ça va se passer de plus en plus dans le cloud, comme vous l'avez dit, en mode SaaS. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur notamment une plateforme chez nous qui s'appelle Forge et qui permet à n'importe qui de venir se plugger. Ça supporte plus de 60 formats de fichiers du marché différents. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir au maximum les possibilités. Et quand Billing Smart développe des choses comme le Billing Smart Data Dictionary, qui permet d'établir une corrélation, une correspondance entre la manière de nommer des paramètres d'un pays à un autre, par exemple WITS en anglais, l'argent en français, etc. Nous, on développe des connecteurs qui permettent de se connecter à ce dictionnaire de Billing Smart. Donc ça, c'est hyper important. Alors, je suis désolé, on va aborder une dernière question tous ensemble. Je suis vraiment navré. Je vous demandais de répondre en 1 minute à la même question. On n'a pas parlé de la formation initiale. C'est quand même, j'ai envie de dire, c'est la base, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Quel est votre point de vue sur, en 30 secondes, les enjeux? En 30 secondes, qu'est-ce que vous faites, vous, pour accompagner, justement, et inspirer peut-être l'évolution de la formation initiale? Constat aujourd'hui, les compétences en France, notamment? Ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde le domaine de, tout ce qui est géré par l'éducation nationale, à savoir les filières Bac ST et les filières Bac Pro, c'est super. Parce qu'ils ont pris ce sujet à bras-le-corps il y a à peu près 4 ou 5 ans. Moi, j'ai formé des centaines de profs d'ailleurs, parce qu'il y avait cette volonté de l'éducation nationale et parce que ça a toujours fait partie de notre volonté aussi d'aider dans l'éducation. Qu'est-ce qui bloque? Alors, je dirais que qu'est-ce qui bloque? Donc là, on est dans la formation initiale. Les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'architecture, il y en a une vingtaine. Elles sont toutes indépendantes. Elles définissent chacune ce qu'elles veulent enseigner. Il y a une réticence des corps enseignants dans le domaine de l'architecture à l'enseignement du BIM en tant que processus. Et même les outils, ils vous disent, si, ils font de la 3D avec tel ou tel logiciel. Je pourrais même citer Revit. C'est pas ça faire du BIM. Il n'y a pas de stratégie nationale, quand bien même ils font des colloques qui durent 2 ans, mais dont rien ne sort. Les écoles d'ingénieurs, hormis certaines, il y a aussi une lenteur. Je ne vais pas citer l'école, mais quand vous voyez une école qui se targue d'avoir une salle BIM qui coûte 1,5 million d'euros, 500 000 euros, excusez-moi. Et que dedans, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas... Voilà, 1,5 million, c'est ça. Et que je ne suis pas commercial, c'est pour ça. Donc le matheux, c'est Bruno Slama. Ouais. Et qu'il n'y a pas de serveur pour faire de la collaboration dedans, et qu'il n'y a pas une stratégie pareille d'enseignement, on peut se poser des questions. Alors il y a effectivement les Master BIM, ça c'est très bien, mais c'est pour la formation continue, ça coûte cher, ça répond aux besoins de 50 personnes dans l'année, donc il y a un vrai problème. Il faut que, par exemple, le ministère de tutelle de ces corps de métier prenne l'importance des mesures qu'il devrait prendre, typiquement le ministère de la Culture. Ok, merci. Guillaume, oui, la formation, je rejoins Emmanuel, effectivement, il y a des choses à faire. Alors nous, chez Alplan, on fait simple, on fait pour rapport à l'éducation, mais bon, je pense on fait gratuit pour les étudiants, gratuit pour les écoles et gratuit pour les professeurs. Et on fait également la partie... formation du corps professoral gratuite, où en fait on a des consultants qui viennent. Il y a un vrai besoin là-dessus et qui forment. Clairement, oui. Former les professeurs. Et aujourd'hui, je pense que ça doit venir, le déclic doit venir de là. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a la vraie vie des TPE, PME, majors qui travaillent au jour le jour sur les projets. Et je pense que c'est bien de faire parfois un peu de visite chantier, comme on dit, de remettre les bottes et d'aller sur le terrain pour voir la réalité. Et c'est là que c'est vraiment avec des exemples comme ça qu'on arrive à avancer. Donc il y a le côté formation des écoles et le reste, et puis après l'accompagnement des entreprises. Stéphane Bernard, alors pour je vous ai vu réagir sur la formation des profs notamment. Oui, quand ils sont demandeurs, ça se passe très bien. Quand ils ne le sont pas, c'est plus délicat. Pourquoi il y a beaucoup de profs qui enseignent le BIM ou qui n'en ont jamais fait ou... Ça peut arriver, ça? Alors, déjà, nous, par rapport à ce que disait Emmanuel, par rapport à tout ce qui est Bac Pro, plus après maîtrise, licence et plus haut, pour tout ce qui est économie de la construction, on trouve aujourd'hui des élèves qui sont plutôt bien formés, quand même. Donc, on n'a pas le même constat que dans les écoles d'archi, si je reprends ma casquette archi pour m'auto-flageller. Mais nous, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de ces établissements-là pour acquérir
intellectuellement, surtout, les manipulations et faire passer le savoir. On retrouve beaucoup de jeunes aujourd'hui dans des sociétés qui viennent en formation connaissant déjà le logiciel. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, effectivement, les écoles d'archi, c'est un peu... Certaines écoles d'ingénieurs aussi sont très bonnes aussi, pas toutes. Après, la question sur laquelle je devais rebondir, je l'ai perdue. La formation initiale, aujourd'hui, votre constat à vous en 30 secondes, et du coup, quelles solutions pour demain? Alors, nous, les solutions, bien sûr, quelqu'un qui choisit une solution, quelle qu'elle soit en open beam, en plug, en machin, en truc, elle est formée par l'éditeur. Ouais, il s'agit aussi de répondre aux besoins des entreprises qui se veulent recruter pour se mettre... Voilà. Donc nous, éditeurs, enfin, pour ce qui nous concerne, on ne fait pas de démocratisation du BIM. Ça, il y a ADN, il y a Mediaconstruct qui sont là pour ça. Par contre, on accompagne nos clients, effectivement, et très souvent, on a un coup de fil un peu panique en disant, dans 15 jours, on commence un truc en BIM, il me faut une journée pour après faire les 10 jours de préparation, de synthèse, et ça, on le fait, bien sûr. Mais on ne le propose pas, on attend que le BIM soit sur la table. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu... C'est de l'investissement. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. De toute façon, les gens qui vont vous accompagner sont les éditeurs et aussi d'autres personnes qui auront ces compétences-là, qu'il faudra bien sélectionner par contre, mais il y a des organismes très compétents. Bruno Slama, pour conclure. Alors, dans le domaine thermique, même si on est une petite société, on est plutôt un major, donc du coup, je pense qu'il y a au moins la moitié des BTS, IUT, peut-être un peu plus, qui utilisent l'outil Climawin dans la formation. Après, pour ce qui est du BIM, évidemment, dans l'école, on n'a pas les mêmes problèmes que dans la vraie vie, puisque si l'étude n'est pas tout à fait juste pour les problèmes déjà signalés, c'est pas un gros problème. Donc voilà, je pense que dans la formation initiale, ce sont des outils qui peuvent être effectivement, enfin, pour lesquels les étudiants peuvent être formés aujourd'hui. Bien que, bon, le but de l'éducation est plus de faire des têtes bien faites que bien pleines, donc ça ne peut être qu'un aspect un peu marginal d'une formation, la capacité à utiliser le BIM. D'accord. Et on n'a pas eu le temps de l'évoquer avec Gal Baudouin, mais évidemment, la formation par l'action dans les écoles, c'est aussi une clé importante. Je complète, je me permets, sur des projets expérimentaux concrets. Ça fait partie des pistes aussi aujourd'hui explorées. Je vous remercie beaucoup. Désolé, ça a été un peu rapide. Pour les questions-réponses, je vous invite dans une demi-heure. On aura une pause à aller à la rencontre. Vous restez avec nous, de toute façon. Donc pendant la pause, allez rencontrer Guillaume Vray, Stéphane Bernard, Bruno Slama, Emmanuel Di Giacomo, ainsi qu'Antoine Château, Gaël Baudouin et Gilles Charbonnel. Merci beaucoup pour cette première partie.